Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Faites entrer l'invité. Aujourd'hui consacré aux relations entre la France et le Maroc. Elles ont été des plus compliquées ces derniers temps. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la situation des visas, par exemple? Rétablis totalement ou pas? Beaucoup de Marocains ne parviennent toujours pas à obtenir des rendez-vous sur la fameuse plateforme TLS. Qu'en est-il de la position de la France sur la cause nationale? Lors du dernier Conseil de sécurité, de nombreux experts et politologues ont parlé d'un soutien des plus significatifs de la France. Sur le volet de la coopération économique également, où en sommes-nous entre Paris et Rabat? En clair, le temps est-il sur le point de revenir au beau fixe? Mon invité ce lundi est l'ambassadeur de France, Christophe Lecourtier. Bonjour. Bonjour madame, merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous avez été nommé il y a près d'un an maintenant, dans un contexte un peu particulier, contexte tendu, on peut le dire, entre les deux pays. Le mois dernier, vous avez remis vos lettres de créance à Sa Majesté. L'ambassadrice du Royaume à Paris a été nommée. Comment cela a-t-il été reçu en France ? Pour moi, d'abord, c'était un grand honneur et beaucoup d'émotions aussi d'être reçu par Sa Majesté. Et ça a été suivi d'ailleurs assez vite par la nomination de quelqu'un que vous connaissez très bien, je crois, qui est très attendue en France et dont je suis sûr qu'elle sera très vite la voix et le visage du Maroc en France. Et les Français, le gouvernement français veulent ce visage. Et pour moi, c'est une grande chance de pouvoir travailler avec elle pour retendre en quelque sorte de chaque côté de la Méditerranée la corde de la relation franco-marocaine qui doit pouvoir se retendre. C'est la première fois qu'on vous reçoit à l'antenne. Quel regard vous portez sur le Maroc ? Écoutez, j'ai eu la chance depuis presque tout petit de venir au Maroc. Alors, j'avais pas ma cravate, j'étais pas en costume. J'ai parcouru avec une Fiat Panda le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, et j'ai appris à le connaître. Mais il faut être très modeste parce que c'est un vieux pays, un cher et vieux pays, comme aurait dit le général de Gaulle à propos de la France. Et je n'en connais qu'une petite chose, mais j'avais eu Mais depuis que vraiment vous êtes en poste, de ce que vous voyez, les visites que vous avez pu avoir de ce que je vois, c'est que même quand les temps étaient difficiles, j'ai jamais eu l'impression de ne pas être le bienvenu ici. Et beaucoup de gens, parce que je les connaissais d'avant, ou parce que je les ai rencontrés, m'ont ouvert leurs portes avec le sens de l'hospitalité, la générosité et l'amitié qui est caractéristique de votre peuple. Donc je n'ai pas souffert pendant cette période à titre personnel, même si je ressentais une forme de frustration à ne pas pouvoir travailler sur tous les sujets qui nous rapprochent et qui doivent encore plus nous rapprocher à l'avenir. Vous êtes le représentant de la France au Maroc. Je sais que si annonce officielle il y avait, elle viendrait de beaucoup plus haut, mais je vous pose tout de même la question. La France a-t-elle ou est-elle sur le point de réévaluer sa position sur le dossier du Sahara marocain? Nous avons tous suivi avec attention la déclaration faite par l'ambassadeur permanent de France aux Nations Unies lors du dernier vote au Conseil de sécurité, et un changement a été relevé par tous sur une position plus soutenue vis-à-vis du Royaume. Je vais vous rajouter, si vous me le permettez, une déclaration qui a été faite lors du discours l'année dernière à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Sa Majesté le Roi avait affirmé que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats que le Royaume établit. Est-ce que ce message du souverain a été entendu ? Alors, ce message est bien entendu perçu à toute sa juste valeur, mais je dois dire aussi que la France, depuis très longtemps, sait la priorité que le Royaume, à juste titre, attache à cette cause. Et de temps en temps, on nous fait une forme de faux procès pour laisser entendre qu'on est, comme on dit de manière un peu triviale, à côté de la plaque pour ce sujet. C'est la raison pour laquelle on a vraiment souhaité clarifier les choses, pour pas simplement redire ce qui avait été dit, mais au titre du passé, c'est ce qu'a dit notre représentant permanent à l'ONU, de manière beaucoup plus claire sans doute que beaucoup d'autres pays. Depuis le début, en tout cas depuis que le Maroc a présenté ce plan d'autonomie en 2007, la France a été en soutien
et sans doute encore plus qu'en soutien, à une époque où le Maroc n'avait pas tant d'amis que ça sur la scène internationale. Et il fallait rappeler ça, ce soutien qu'on a appelé historique, et beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, sur votre chaîne et sur d'autres, ont dit que ce mot historique voulait dire quelque chose, ont bien voulu reconnaître que dans des temps plus difficiles pour le royaume, nous avions été là et nous avions eu des positions très claires. Mais on ne peut pas simplement parler du passé et dire, voilà, on est là depuis le début, et puis vaille que vaille, les choses avancent. C'est la raison pour laquelle on a souhaité ajouter ce terme qui veut dire beaucoup de choses de mon point de vue. Nous avons été un soutien historique, mais maintenant il faut avancer. Et ce terme-là veut dire beaucoup de choses, c'est que nous nous inscrivons dans une dynamique qui est bien sûr celle du royaume. On sait ce que le Maroc a pu faire dans ces régions, mais on va accompagner autant qu'on pourra le faire par un dialogue constant qui s'est réanimé les prochaines étapes pour que ce plan puisse être le plus partagé possible à l'échelle internationale. C'est cohérent avec ce que nous avons fait par le passé, mais c'est la réaffirmation que nous serons un allié constant, fidèle, créatif, dynamique de ce que le Maroc entreprend et poursuit. Il y a une très belle expression qui... à la fin d'une pièce de Corneille qui s'appelle Le Cid, que chacun connaît, et beaucoup sans doute ici, qui dit, c'est les derniers vers, « Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi ». Le temps, c'est déjà bien avancé. La vaillance du peuple marocain, elle est connue. La gouvernance du roi, elle est admirable. Voilà, c'est dans cette perspective-là que nous inscrivons notre soutien, et je suis sûr qu'il aura l'occasion de connaître de nouveaux développements, puisque maintenant il faut avancer. Maintenant il faut avancer, ça veut dire dans un laps de temps qui sera pas très long. Laisse faire le temps, D'accord. Ta vaillance et ton roi. En tout cas, pour être clair par rapport à ce que vous nous dites, c'est que le soutien est des plus forts aujourd'hui pour accompagner le Maroc et être auprès du royaume sur cette question de cause nationale. Nous savons que c'est une question absolument prioritaire pour toutes les raisons que nous connaissons depuis le début, depuis la marche verte et plus spécifiquement depuis la présentation du plan. Et nous savons que le moment est venu de ne pas se contenter d'une sorte de conflit gelé, comme certains de nos partenaires internationaux voudraient s'en contenter. Et puisque le temps est venu d'avancer, la France sera forcément à l'avant-garde de cette avancée pour continuer à accompagner le royaume sur le chemin de la mise en œuvre d'une solution durable, consensuelle, permettant de poursuivre le développement de ces régions. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous allons parler, si vous le voulez bien, de sujets qui fâchent un peu, parce que nous avons besoin de réponses. Nous avons des relations historiques, vous l'avez rappelé, mais ces derniers mois ont été extrêmement douloureux pour les Marocains, mais aussi pour les Français vivant au Maroc depuis de très nombreuses années. Et ceux qui tentaient d'allumer le feu, ce sont certains, je dis bien certains, médias français, qui, il faut le dire, là aussi, se sont lâchés contre le Maroc, alors que nous vivions un terrible drame. Je parle bien sûr de ce déchaînement qui a eu lieu durant le tragique séisme d'El Haous. J'ai un mot à vous dire, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, vous m'avez parlé de la question des visas. J'y reviendrai. On va y revenir sur les visas dans un instant. Je dois dire que moi-même, j'étais au Maroc à ce moment-là. J'ai ressenti le tremblement de terre et j'ai été à la fois... j'ai partagé la douleur et j'ai en même temps été très admiratif de la solidarité dont le Maroc a fait preuve du haut jusqu'au bas pour faire face à cette catastrophe. Et puis, mon deuxième sentiment, je vous le dis vraiment comme je le pense, c'est que j'ai eu honte. J'ai eu honte de ce que je voyais à la télévision française, que je regardais, que beaucoup de Marocains regardaient pendant ces heures tragiques. J'ai trouvé que c'était indigne. Indigne de la relation entre la France et le Maroc, indigne de la presse française qui a bercé toute mon enfance, toute mon éducation, que je lisais du matin jusqu'au soir. J'ai pas retrouvé cette presse dans laquelle j'avais grandi.
Alors on sait bien que la presse 24 heures sur 24, évidemment, cherche par les images et par les mots à faire de l'audience au prix finalement de la subtilité, au prix de l'information et au prix du respect que l'on doit à un pays comme le Maroc quand il est frappé par une catastrophe de cette ampleur, et même quand il n'est pas frappé. Et ce que ça a révélé, je pense, c'est une absence de compréhension, une absence de connaissance d'un pays comme le vôtre. Et ça pourrait d'ailleurs s'appliquer à d'autres. Et je pense que notre devoir, c'est aussi de montrer le Maroc comme il est, ce qu'il est devenu. Et d'ailleurs, il l'a démontré lui-même, puisque finalement, il a su faire face, seul ou presque, dans des conditions remarquables, hein, de solidarité bien sûr, mais aussi d'efficacité, à une catastrophe dans une zone difficile d'accès et avec finalement des centaines de villages, de douars qui étaient touchés. Aujourd'hui, notre souhait, également pour faire mentir ces médias indignes, c'est de pouvoir accompagner, comme on le souhaitera, comme on nous le proposera, la phase de reconstruction. On voit qu'il y a déjà un plan qui est extrêmement convaincant, extrêmement éloquent. Et puis on sera à la place qui nous sera assignée aux côtés des autorités marocaines et de tous les autres partenaires. Alors, l'autre douleur, monsieur l'ambassadeur, et elle a touché de nombreuses familles, ce sont bien sûr les visas. Des étudiants qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain, des familles qui n'ont pas pu retrouver les leurs, enfants ou petits-enfants, mais cela a été la même chose pour les hommes et femmes d'affaires. Est-ce que aujourd'hui, la situation est totalement revenue à la normale? Alors, je voudrais aussi, là, sans faire un excès de repentance, mais je voudrais dire aussi que sur cette question, quel gâchis de notre part. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, a reconnu il y a quelques semaines que ça avait profondément abîmé l'image et l'influence de la France. Cette affaire-là, c'est pour moi, à chaque fois que quelqu'un témoigne de ce qui lui est arrivé, vous l'évoquiez comme une écharde qu'on m'enfoncerait dans la chair. Parce qu'on ne gère pas une relation aussi intime que celle entre la France et le Maroc avec des statistiques. Là aussi, sans excès de citation, on dit chez Molière, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et alors on peut, avec la raison, vouloir faire des calculs d'apothicaire. Mais là, on a touché le cœur. Et je suis absolument convaincu qu'il faudra du temps pour effacer ce gâchis, pour effacer ces humiliations. Maintenant, je veux vraiment être très clair. C'est très fort, en fait, le mot que vous dites. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Vous parlez d'humiliation. Oui, et c'est vrai que beaucoup se sont sentis totalement humiliés. Beaucoup se sont sentis humiliés. Parce qu'encore une fois, quand on gère une relation avec des statistiques, on fait disparaître le cœur, on fait disparaître la relation humaine. C'est ce qu'il y a de pire, à mon avis, dans des relations, dans une société ou dans une relation internationale. Et donc maintenant, il faut quand même être très clair. Hein. Il n'y a plus aucune limitation. Toute personne qui présente... Il n'y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visa. Exactement. Toute personne qui présente les conditions requises pour obtenir un visa obtiendra son visa. Et je m'y engage, et d'ailleurs j'œuvre moi-même au quotidien pour des gens célèbres et des gens qui le sont moins. Je souris parce que j'en arrive... Alors, on entend... Et c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Marocains qui nous suivent. Je sais que ça n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Non, c'est pas qu'on... Non, jamais je ne me permettrai d'une part. Mais, monsieur l'ambassadeur, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Vous nous annoncez qu'à 100%, l'attribution des visas pour les Marocains qui le demandent, en respectant bien évidemment toutes les procédures. Alors on ne distribue pas non plus à la porte de nos consulats comme on distribuerait des flyers. Bien sûr, non, mais ça, on l'entend bien. Mais j'aimerais bien quand même aborder le problème. Vous avez une plateforme qui, aujourd'hui, est très pénalisante pour de nombreux Marocains. Exactement. Et je vais même aller plus loin parce que ça a été vérifié. On y a consacré de nombreuses émissions. Il y a une plateforme qui s'appelle TLS, c'est bien ça, pour avoir des rendez-vous. Et de nombreux Marocains ont eu tellement de difficultés
à obtenir juste un rendez-vous, Oui. que c'est mis en place quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, d'intermédiaire, Oui. où des familles étaient obligées, elles n'avaient pas le choix, de débourser jusqu'à 3000 dirhams juste pour obtenir un rendez-vous. Et quelquefois, le visa a été refusé. Bien sûr, vous avez... Mais il faut rappeler les choses dans l'ordre. Le premier principe, c'est qu'il n'y a plus de limitation et que toute personne qui présente les conditions obtiendra un visa. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour parler de chiffres et balancer des milliers, des dizaines de milliers, mais je peux quand même vous dire que par rapport à l'année 2022, le nombre de visas que nous accordons, parce qu'on est déjà aux trois quarts de l'année, et que nous accorderons, sera en augmentation de l'ordre de 80%. 80% de visas en plus sont ou seront délivrés en 2023 par rapport à 2022. Donc ça corrobore ce que je viens de dire, il n'y a pas de limitation. Alors, et aussi pour entrer un peu plus dans les détails, le taux de refus, aujourd'hui, on refuse un visa sur 8. Sur 8 demandes, il y en a à peu près un qui est refusé. Et s'il est refusé, c'est parce qu'effectivement, la personne ne produit pas les documents qui sont requis. Vous savez que ce sont des visas Schengen. Et donc, il n'y a pas simplement l'administration française qui approuve le visa. Il y a tout un process de vérification. Nos autres partenaires. Comme n'importe quel pays, d'ailleurs. Exactement, qu'on entre par un consulat espagnol. Bon. Donc ça c'est une chose. Et il faut vraiment que chacun en soit persuadé, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je sens bien qu'il y a un scepticisme. Le sentiment qu'on a un double très, langage. Très clair. Mais je pense, monsieur l'ambassadeur, on a la bonne nouvelle. Je pense que j'insiste pour parler de cette plateforme, parce que tous les témoignages que nous avons eus sur Radio 2M, quand on ouvre l'antenne, il y a des personnes qui ont réussi à avoir au cours de ces derniers mois des visas, mais qui nous parlent de cette problématique. Donc, on ne peut pas trouver mieux que d'avoir l'ambassadeur de France pour nous donner une réponse claire. Bonne nouvelle, d'ailleurs, de mon point de vue, est-ce qu'on peut qualifier de bonne nouvelle l'état normal des choses et des relations avec le Maroc? Moi, je trouve que la normalité, c'est de pouvoir accorder aux Marocains, qui sont quand même un peuple avec lequel on a une relation intime depuis des dizaines d'années, des visas. Je ne trouve pas qu'on ne doit pas nous remercier pour accorder des visas. On devait plutôt nous reprocher d'avoir établi ces pseudo-quotas dans des conditions, encore une fois, qui ne correspondaient pas du tout à l'esprit de nos relations et qui ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, y compris à moi, quand on me raconte ce qui s'est passé, la manière dont certains se sont vus refuser les visas. Alors après, évidemment, on est toujours dans un monde où il y a des contraintes. La première des contraintes, c'est notre capacité, celle de nos consulats, à traiter une augmentation aussi importante que celle que j'ai indiquée. Il y a des limites humaines, et comme la fonction publique française, comme un peu partout, ne peut pas créer des emplois en permanence, et malgré tous les efforts de productivité, les agents au consulat de Rabat ou au consulat de Casablanca ont un peu de mal à faire face. À suivre. Bon. D'où une plateforme externe. D'où une plateforme qui est d'ailleurs un dispositif qui existe dans la plupart des pays où la France accorde des visas, que ce soit en Chine, en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine. Et des petits malins, parce que c'est comme ça qu'il faut les décrire, ont réussi par des astuces informatiques à capter une partie assez importante des rendez-vous que chaque jour nous mettons sur la plateforme. Ces petits malins, ils sévissent également en Tunisie, au Sénégal ou dans d'autres pays. C'est pas simplement une petite filière marocaine, parce que y a des petits génies informatiques qui utilisent leur génie à des fins qui ne sont pas philanthropiques, parce que derrière ça, il y a des intérêts sonnants et trébuchants. Je veux pas partager trop de secrets, parce qu'il ne faut pas non plus que ces filières soient averties trop vite. Les astuces suivantes. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons avec TLS, qui est aussi victime de ces petits malins, à trouver des parades assez vite pour éviter
c'est contournement. Ce qui veut dire que non seulement vous connaissez bien le problème, oui. que vous avez, voilà, Je le connais depuis que je suis là. Voilà, et que en ce moment vous êtes en train de trouver Voilà. des solutions Nous avons demandé, pour pas que ça impacte l'ensemble des citoyens. D'autres pays d'ailleurs, ici au Maroc ou ailleurs, connaissent les mêmes détournements, connaissent les mêmes pratiques. Mais il faut qu'on arrive à trouver, il y a plusieurs options qui sont sur la table, le plus vite possible, un système de parade pour faire en sorte que tous les rendez-vous soient vraiment disponibles pour le public. Je ne dis pas que ça permettra à tout le monde d'avoir son visa dans la semaine, mais en tout cas, ça évitera ces contournements et ces pratiques qui sont inacceptables parce qu'elles consistent à faire payer des gens pour accéder à un service qui, normalement, ne vaut pas ce prix-là. On paye juste un petit ticket. Du visa. Voilà. Quoi. Alors, parlons à présent de coopération, parlons d'économie. Monsieur l'ambassadeur, la France a-t-elle aujourd'hui besoin du Maroc ? Oui, le Maroc est vraiment une chance pour l'Europe et une chance pour la France en particulier. Dans les années 70, il y avait une expression en France, c'était une crise pétrolière, où on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je trouve que ça s'applique assez bien au Maroc, parce que le Maroc est un pays qui a une vision, qui a une grande continuité dans l'effort pour la mettre en œuvre, qui a une gouvernance stable. Tout ça, on le doit à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je dois dire que pour moi, qui, dans mes fonctions précédentes, ai parcouru le monde, et en particulier tous les pays émergents, la trajectoire du Maroc me semble vraiment remarquable et me semble vraiment appartenir en haut de la première division. Et d'ailleurs, lorsqu'on constate les flux d'investissement des entreprises françaises, on voit bien que ce que je dis n'est pas une pétition de principe ou n'est pas quelque chose pour faire plaisir ou pour être flagorneur à l'égard du pays où je suis le représentant de la France. Tous les jours, les entreprises françaises investissent. Toutes les grandes entreprises que j'ai rencontrées, et ça fait partie des choses que j'ai pratiquées assez largement durant la première partie de mon séjour, en ont sous le pied. C'est-à-dire qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de l'aéronautique, qu'il s'agisse du ferroviaire, qu'il s'agisse des services. Je ne vois pas une entreprise française qui ne me dise « Le Maroc est, pardonnez-moi l'expression anglaise, the place to be ». Nous y sommes très heureux. Nous trouvons encore une fois cet environnement absolument remarquable, incomparable à beaucoup d'autres, et avec des vertus, notamment la gouvernance dont je parlais, ce que Sa Majesté a su mettre en place dans ce pays, qu'on trouve dans très peu de pays du Sud, mais aussi, il faut bien le reconnaître, dans très peu de pays du Nord. Parce que finalement, assez souvent, les yo-yo de la vie politique, les changements de cap économique sont pour les entreprises extrêmement perturbantes. Mon métier précédent, c'était de faire venir des entreprises étrangères en France. Et on a très bien réussi parce qu'on a mis un cap de stabilité qui, malheureusement, n'avait pas été le cas dans les 20 ou 25 années précédentes en France. Vous avez cité plusieurs secteurs. Il y a également celui des énergies vertes, qui est un gigantesque chantier pour... J'allais y venir. Allez-y. Le Maroc, et là encore, vous allez penser que je fais... je me transforme en ambassadeur du Maroc, mais il n'a pas besoin de moi. Le Maroc sera une superpuissance des énergies renouvelables. Or, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est la clé de tout. C'est la clé de la transition écologique, énergétique, mais ça veut dire c'est la transition des industries. C'est la plus grand choc, la plus grande modification pour l'industrie depuis que les Britanniques et quelques autres, il y a près de 200 ans, ont engagé la révolution industrielle. C'est un changement de pratique pour chacun d'entre nous, pour le consommateur. Mais il faut bien que quelqu'un produise cette énergie verte. Alors tout le monde va vouloir en faire un petit peu par-ci, par-là. Le Maroc a la capacité de verdir l'ensemble de sa consommation, celle de ses citoyens et celle des industries de plus en plus nombreuses qui travaillent ici au Maroc. Mais il a aussi la possibilité d'irriguer, si je puis dire, d'énergie verte, d'ammoniac, d'hydrogène, l'Europe. Notre ministre de l'économie est venu le dire il y a 3 semaines à peu près à Marrakech, à discuter avec le chef du gouvernement, à discuter avec les milieux d'affaires marocains. Mais aussi, ce qui est
extrêmement important pour tout le monde, l'Afrique subsaharienne. Le développement de l'Afrique subsaharienne doit se faire dans une logique décarbonée. Et le Maroc, qui est un partenaire naturel, très, très légitime de cette partie du monde, offrira très vraisemblablement, Sa Majesté, je crois, en a parlé encore récemment, lors de son dernier discours à la fois l'accès à une énergie, parce que souvent il n'y a même pas d'énergie, une énergie décarbonée, et puis toutes les infrastructures, notamment marocaines, qui permettront d'acheminer à la fois l'énergie, mais aussi les biens qui pourraient être produits grâce à cette énergie. Donc le Maroc est dans une situation absolument clé pour être non seulement ce trait d'union qu'il est depuis toujours entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi un trait d'union, là encore, dynamique et actif pour réussir, pour nous permettre à nous et à l'Afrique subsaharienne de réussir sa décarbonation, ce qui est quand même le défi, le challenge majeur pour notre monde et pour nos populations. Alors l'investissement, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisqu'en pour préparer cette émission, avant de vous recevoir, j'ai vu que la coopération est un domaine que vous maîtrisez, puisque avant votre nomination en tant qu'ambassadeur ici, vous étiez dans les affaires, vous me dites si je me trompe, vous étiez l'ancien directeur général de Business France, oui, une agence publique chargée de la promotion économique de la France. Est-ce que déjà, à cette période, vous essayez d'attirer les investisseurs au Maroc, ou ce n'était pas une priorité en ce temps-là? Oui, les deux. Enfin, j'avais une première responsabilité, c'était d'attirer les investisseurs étrangers en France. Et je dois dire que la France, dans les domaines économiques, est toujours un acteur important, mais c'est assez rare qu'elle soit le champion d'Europe, il faut bien le dire. Dans ce domaine-là, en 4 ans, nous avons réussi à faire de la France le numéro 1 en Europe. Par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Allemagne. Et donc, on a su convaincre les investisseurs étrangers qu'il fallait venir en France pour investir, y compris dans des nouvelles technologies. Je dois dire à cet égard que le Maroc est le premier investisseur d'Afrique en France, avec des très grandes boîtes, avec des PME, avec des plus petites. C'est dire aussi que le Maroc il trouve son compte dans ce sens-là. Et puis l'autre facette de ce métier, c'était d'accompagner les entreprises françaises à l'étranger. Et là, évidemment, pour nous, le Maroc, pour toutes les raisons que j'ai rappelées, est forcément tout en haut des pays où nous souhaitons être. Alors, 38 entreprises, je crois, du CAC 40 français sont déjà ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont sous le pied des projets de développement, d'expansion de leur présence. Mais ma responsabilité, et je vais la poursuivre aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, c'est d'arriver à faire venir plus de PME. Le Maroc a une très belle... De booster l'investissement, notamment des PME ou des grosses PME. Le Maroc a une très belle vision de tout ce qui est écosystème. Et par exemple, dans l'automobile, alors on connaît Renault, on connaît Peugeot, Stellantis, mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'autour, les sous-traitants de rang 1 ou de rang 2 sont arrivés à la demande de ces grandes entreprises. Et qu'aujourd'hui, une automobile qui est fabriquée au Maroc, 70%, bientôt 80% des composants sont fabriqués au Maroc. Et ça, ce sont des PME ou des petites PME qui sont venues autour comme une grappe. Et demain, je suis certain que la France, parmi d'autres, sans exclusive, saura faire la même chose dans les énergies renouvelables, on vient d'en parler, dans la santé. J'ai tout à l'heure une réunion avec tous les acteurs français de la santé, parce que le Maroc a aussi ce très très grand mérite d'étendre sa protection sociale. Il y a très peu de pays qui le font et qui savent le faire. Et là aussi, il faut lui rendre hommage, parce que c'est un élément essentiel de cohésion nationale et de dynamisme aussi. Et dans tous ces domaines-là, c'est la vision de Sa Majesté, mais c'est aussi celle et nous voulons la suivre, c'est celle que la France doit avoir pour écrire avec le Maroc, non pas les chapitres d'hier, on ne va pas relire éternellement les chapitres aussi réussis soient-ils de ce qu'on a pu faire dans les années 80, dans les années 90. On doit écrire un nouveau chapitre qui s'appuiera sur les nouveaux défis, qui sont ceux du Maroc, qui sont ceux de la France et qui sont ceux du monde. Et quand on les regarde avec un peu d'objectivité, on s'aperçoit qu'il y a forcément des convergences entre ce que le Maroc souhaite faire, entre ce que la France peut faire et entre ce que le monde a besoin. Le monde a besoin.
Une dernière question, parce qu'on va bientôt déborder le temps imparti. Je vais juste rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre seulement qu'aujourd'hui nous recevons Monsieur l'ambassadeur de France. Je rappelle les points essentiels que vous avez évoqués. Une position plus soutenue de la France sur le dossier du Sahara marocain. Un rétablissement total, toujours plus, un rétablissement total des visas qui est déjà entré depuis le début de l'année. Voilà. Mais voilà, avec des chiffres importants puisque un rétablissement à 80%. En plus. Une coopération en plus, une coopération économique qui va s'accélérer. J'ai une dernière question et si vous me le permettez, elle va être vraiment personnelle, si vous le voulez bien. Bien sûr. En fait, quand vous parlez du Maroc, vous nous avez dit que vous veniez quelquefois. Mais c'est quoi votre histoire avec le... vous avez une histoire avec le... Mon histoire a commencé... Parce que vous dites, je venais quand parce que ma mère est née à Casablanca, ici, là où nous sommes. Et quand j'étais petit, j'écrivais à l'école mère née, lieu de naissance de Casablanca. Mère, Casablanca. J'y avais pas été moi-même à cette époque-là, mais je me souviens de l'écrire les premières années où j'ai commencé à écrire. Et puis après, enfant et adolescent et plus vieux, j'ai passé presque toutes mes vacances ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut être modeste, mais j'ai vécu le Maroc, un autre Maroc d'ailleurs, qui était déjà extrêmement séduisant. À un âge où on a une sensibilité, vous savez, Descartes disait, quand la cire est molle, on peut la sculpter. Et j'ai été en quelque sorte sculpté par le Maroc. Dans mon développement personnel. J'ai lu ses écrivains, j'ai visité ses villes, j'ai apprécié sa nourriture et j'ai noué beaucoup de relations avec beaucoup de gens que je retrouve ici, parfois 30 ans plus tard, des Marocains ou des Français qui vivaient au Maroc. Alors c'est comme ça, c'est le hasard, on rencontre tel ou tel peuple dans sa vie. J'ai la faiblesse de penser que celui-ci, le vôtre, par sa richesse, par sa diversité, par sa générosité, offre un peu plus à un jeune homme que d'autres. Et c'est pour ça que de venir ici comme ambassadeur, ce n'était pas du tout un projet, mais c'était un rêve quelque part. Et quand le président de la République m'a proposé cette responsabilité, indépendamment de tout contexte, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose, une main invisible qui vous faisait revenir finalement au pays. Qui me faisait revenir au pays. Merci beaucoup. C'est votre première radio? Oui, c'est ma première télévisée. Radio. Merci en tout cas d'avoir choisi une radio publique comme radio. Merci de m'avoir accueilli surtout. 2M. Merci de cette entrevue que vous pourrez bien évidemment retrouver et en intégralité sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se dit à bientôt alors. À bientôt madame.